Bienvenue à tous. On le présente comme un outil efficace pour l'ancrage de la bonne gouvernance et pourtant il peine à s'intégrer véritablement dans les mécanismes de gestion de la chose publique. Le contrôle citoyen de l'action publique vise notamment à renforcer la performance des collectivités locales à travers un engagement civique et une participation active des citoyens. Quels en sont les enjeux et défis? Nous en parlons sur ce plateau avec Paul Amegapo. Vous êtes représentant pays du NDI en Guinée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Bonjour, monsieur Gaëtan. Bonjour, chers téléspectateurs. Monsieur Amegapo, pourquoi il est important de promouvoir le contrôle citoyen de l'action publique? Le contrôle citoyen de l'action publique, comme vous venez de le dire, est le seul processus éprouvé actuellement qui réussit à aider à la performance des services publics rendus par les autorités publiques, beaucoup plus au niveau local, mais aussi au niveau national, en invitant les citoyens à un engagement beaucoup plus accru, un engagement civique beaucoup plus accru, et aussi une participation citoyenne active. Et donc, le contrôle citoyen de l'action publique engage deux entités. Les citoyens qui sont en réalité les dépositaires du pouvoir public et les autorités qui sont les mandataires de ces citoyens pour faire en sorte que la transparence, la redevabilité et l'efficacité dans la délivrance des services publics soient une réalité au niveau des collectivités. Alors, vous parlez de deux acteurs, les citoyens et les autorités. Maintenant, quels sont les champs de ce contrôle citoyen de l'action publique? Les champs sont vastes. Le contrôle citoyen de l'action publique touche l'ensemble du processus de prise de décision locale. Et la prise de décision concerne la formulation des politiques publiques au niveau local. Généralement, il y a des programmes de développement au niveau local ou même au niveau national. Au niveau national, au Togo, c'est le PND, n'est-ce pas, le Programme national de développement. Et au niveau des collectivités, ils ont également le Programme de développement local, qui est le PDL. Et ces PDL sont généralement déclinés à des plans d'action prioritaires annuels assortis de budget. Et donc, tout ce processus nécessite un contrôle citoyen de l'action publique pour faire d'abord en sorte que les citoyens participent au processus et aussi que les citoyens s'engagent à contribuer. Parce qu'il ne faut pas ignorer que la finalité de la délivrance des services publics, c'est la satisfaction des besoins prioritaires des citoyens. Mais en amont, ce sont les mêmes citoyens qui contribuent aux ressources publiques à travers des impôts, à travers des contributions directes ou indirectes. Et donc, il va de soi que les citoyens comprennent la manière dont les ressources locales, les ressources publiques sont planifiées, sont distribuées et la manière dont les actions publiques sont planifiées pour que des services publics performants leur soient délivrés. Les attentes sont généralement très énormes, à la fois au niveau social, donc l'accès à l'eau publique, à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à un environnement sain, mais aussi les questions économiques, l'accès aux débouchés, les activités génératrices de revenus au niveau agricole et sur tous les autres plans. Et donc, il est important qu'il y ait un cadre de dialogue permanent entre les administrés, donc qui sont les citoyens, et les autorités publiques. La plupart du temps, lorsqu'on parle du contrôle citoyen de l'action publique, ce n'est pas un concept virtuel. C'est un concept concret et pragmatique qui se déroule à travers des outils spécifiques, comme le budget participatif, par exemple, qui voudrait que le processus d'élaboration du budget soit approprié par les citoyens qui y participent. Et une fois que le budget est élaboré, il faut simplifier sa compréhension à travers des résumés succincts, à travers des supports audio qui peuvent
être en langue locale pour faire en sorte que, en langage facile, les citoyens comprennent le langage financier. Oui, justement, on l'a compris, il s'agit d'un véritable outil d'aide à la gouvernance, comme vous l'avez expliqué. Mais est-ce que cette démarche peut être déclinée en combien d'étapes? Lorsqu'on veut, par exemple, contrôler, vous parlez tout à l'heure du budget. Lorsqu'on veut contrôler, par exemple, le budget, la première des choses, c'est de donner l'information. Il faut mobiliser les citoyens et leur donner la bonne information sur la chronologie de l'élaboration de ce budget. Quand est-ce que la conception commence et quand est-ce qu'elle prend fin? Quels sont les acteurs qui sont impliqués? Quels sont les agrégats économiques, financiers qui doivent être pris en compte? Nous semblons mettre l'accent sur le niveau local. Mais comme je l'ai dit, le contrôle citoyen concerne également le niveau national. Que ce budget public soit élaboré par l'Assemblée nationale ou qu'il soit élaboré par les conseils locaux, il est important que les citoyens soient suffisamment informés, mobilisés. Donc c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que les priorités des citoyens soient prises en compte dans ce budget. Le budget ne doit pas être simplement destiné à tourner les frais de fonctionnement. Parce que les frais de fonctionnement sont ce qui est généralement mis en avant par les autorités publiques. Leur propre survie d'abord. Mais les citoyens doivent être regardants pour s'assurer qu'à côté du budget de fonctionnement, que le budget d'investissement soit important. Parce que c'est là où des actions concrètes peuvent être posées pour améliorer leurs conditions de vie. Et donc, ça demande une interface de dialogue pour confronter dans une balance ce qui doit aller au fonctionnement, donc des collectivités publiques, et ce qui doit aller aux investissements, donc dans l'intérêt des citoyens. Et donc, ce dialogue doit être cyclique. Tout ce que nous disons se passe au cours d'une année, puisque le budget est annuel. Et donc, il va falloir que les citoyens soient suffisamment informés sur quand ça commence et quand ça finit. Et quand est-ce qu'on lui rendra compte, ou on leur rendra compte de la manière dont ce budget est géré. Alors, la transparence et l'accès équitable à l'information constituent, comme vous l'avez souligné, des éléments clés du contrôle citoyen de l'action publique. Comment procéder lorsque parfois ces deux éléments clés font défaut? Oui, lorsque ces deux éléments font défaut, il faut chercher d'abord savoir quelle est la cause. Est-ce que c'est par ignorance ou c'est par manque de volonté politique? Parce que lorsque c'est par ignorance, il faudrait donc apporter la bonne information et éclairer la lanterne des uns et des autres. Il faut que les citoyens soient informés au même titre que les autorités publiques. Heureusement qu'à la matière, nous avons des instruments juridiques assez adéquats. Et le Togo est tellement en avance là-dessus, au niveau de notre code des collectivités locales et également d'autres lois comme l'accès à l'information publique et la transparence dans les finances publiques. Les différentes lois qui ont été votées dans ces domaines renforcent alors la participation des citoyens et encouragent la transparence. Et donc, pour ce faire, ce que nous pourrons dire, c'est l'information à ces deux entités pour qu'elles soient suffisamment averties et sachent qu'elles ont un rôle commun à jouer dans le sens de la transparence. Maintenant, lorsqu'il s'agit de la mauvaise volonté, ou du manque de volonté politique, à ce niveau, il faut se poser des questions. Pourquoi les autorités ou les dépositaires du pouvoir ne voudraient pas rendre transparent leur processus de prise de décision? Et il peut y avoir des raisons. Soit parce qu'ils n'ont pas la légitimité nécessaire, ou ils pensent qu'en rendant public certaines informations, il y aurait un revers de médaille. Et donc, si tel est le cas, il doit y avoir une démarche assez méthodique par les organisations de la société civile pour les rassurer. Ça doit être une démarche pédagogique pour faire en sorte que ces autorités soient rassurées du fait que le contrôle citoyen n'est pas une arme contre l'autorité. Ça permet plutôt de renforcer leur autorité. Ça leur donne plus de légitimité et ça fait en sorte que, au moment d'amener les citoyens à contribuer aux ressources publiques, que ces citoyens n'existent pas. Et donc, les autorités ont plus à gagner, surtout les autorités élues, parce qu'elles ont un mandat
elles doivent rendre compte à la fin de leur mandat, elles doivent remettre leur mandat à jeu, et donc au moment où elles seront appelées à faire le bilan, il y a déjà un acquis, parce que les populations sont déjà impliquées dans le processus de décision qu'elles ont eu à prendre, et ça leur serait beaucoup plus aisé de les convaincre à nouveau pour pouvoir renouveler leur mandat. Alors, pour parer à ces éventualités, n'y a-t-il pas nécessité d'instituer un contexte institutionnel global, voire constitutionnel, favorable à une concrète expression de ces principes qui sous-tendent la participation citoyenne? Ça a été tant voulu depuis l'accord de Cotonou en 2000, la déclaration de Paris en 2005 et d'autres rencontres internationales auxquelles nos pays ont souscrit. Il y a eu une volonté ferme des dirigeants de faire en sorte que le contrôle citoyen soit décliné dans la nomenclature juridique du pays, commençant par la Constitution, comme vous l'avez dit. Mais certains pays ont hésité. Je pense que c'est dû au soubresaut politique où, à un moment donné, la confiance entre la société civile et les autorités publiques n'était pas bonne en forme. Mais nous pensons que c'est un processus face auquel il ne faudrait pas baisser les bras. Il faut aller jusqu'au bout pour faire en sorte que ce soit suffisamment encadré et que des retombées concrètes sortent de ça. Et nous avons suffisamment évoqué le budget participatif, mais ce n'est pas que le budget participatif. Il y a par exemple Osfam qui, depuis 2005, a sorti un outil aussi performant qui est le Community Scorecard, donc la carte communautaire de performance, qui est également très bien. C'est un processus qui permet aux citoyens d'engager avec les autorités publiques des dialogues pour aboutir à des visions et à des axes prioritaires. Des axes allant jusqu'à peut-être 5 axes prioritaires à engager et à satisfaire durant un laps de temps, comme 6 mois ou 1 an. Et ce processus cyclique appelle donc les autorités et les citoyens à pouvoir dégager les besoins prioritaires à satisfaire et à faire en sorte que les citoyens participent aux activités qui seront menées, pas seulement contribuer financièrement, mais aussi participer en nature. Et donc, ça fait ses preuves et le NDI, par exemple, encourage ce processus dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, il y a une interface pragmatique de concertation entre les autorités publiques et les citoyens qui est très dynamique dans ces pays. Alors, donc, si on revient à l'échelle locale, quelles procédures et mécanismes internes pour permettre aux citoyens d'avoir une influence réelle sur les décisions prises? Le meilleur mécanisme, c'est de créer un cadre de participation des citoyens, un cadre concret. Et avec la coopération allemande au Togo, il y a eu déjà des initiatives dans ce sens. Nous avons vu le CCL, je pense le cadre de concertation locale, ou les cadres locaux de concertation. Donc les CCL ont été créés auprès de certaines communes pilotes, allant jusqu'à 8 ou 10 communes pilotes, si j'ai bonne mémoire, et qui commencent à faire leurs preuves. C'est un cadre où les citoyens participent à la prise de décision et engage la responsabilité des autorités communales dans ces décisions qui sont prises, et les informations sont partagées à travers les médias locaux et à travers des campagnes de proximité. Et donc ça, par exemple, c'est un exemple concret de collaboration entre les citoyens et les autorités dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Il est important de mettre en échelle, puisque nous avons environ 120 communes, et donc il faut mettre en échelle ces 117 communes. 117 communes. 117 communes. Donc, il faut mettre en échelle ces expériences positives dans les communes couvertes par le programme d'appui à la gouvernance locale de la coopération allemande, pour que désormais toutes les 117 communes soient concernées, afin que le contrôle citoyen de l'action publique permette en sorte que les services publics à la base soient suffisamment performants et répondent aux vraies attentes des populations. Monsieur Amegakpo, avec aujourd'hui la promotion à l'échelle mondiale de la gouvernance participative, comment mesurez-vous le rôle
de la société civile dans l'éducation au contrôle citoyen de l'action publique très rapidement? Oui, ce rôle est capital et je pense que beaucoup d'organisations jouent déjà ce rôle. Il y a la Concertation nationale de la société civile, il y a CACIT, il y a d'autres entités dans d'autres domaines comme la santé, comme l'environnement. Je ne vais pas les citer toutes ici, mais qui se déploient tous les jours pour faire en sorte que l'éducation au développement, à travers les secteurs qu'elle couvre, soit une réalité. Et le contrôle citoyen de l'action publique concourt justement à ça. Il faudrait donc que les organisations de la société civile soient suffisamment outillées, soient formées, et que, à travers leur engagement auprès des communautés, auprès des autorités locales, le contrôle citoyen de l'action publique devienne alors un instrument puissant pour encourager le développement. Paul Amigapo, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le représentant pays du NDI en Guinée. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.